dans les autres webinars, donc je suis assez flatté d'y être aujourd'hui. Effectivement, pour me présenter très rapidement, moi je m'appelle Milan Boigard. Je suis le fondateur en fait à la base d'une newsletter qui s'appelle No Code Station, et tout récemment je viens de lancer également une chaîne YouTube qui s'appelle Uncode School, et dont l'objectif est justement de pouvoir former et de vous apporter du contenu autour du no-code. Alors pas seulement de Notion, c'est aujourd'hui Notion qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Moi j'ai également un intérêt pour d'autres outils no-code dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui sont Webflow, Airtable, Bubble et Zapier, Integromat. Integromat, je sais que tu es assez fan aussi de ça. On pourra probablement reparler sur Notion. Et donc voilà, l'idée c'est de vous proposer aujourd'hui en fait un petit overview de quelque chose qui était très attendu dans la communauté no-code, cette API de Notion. Alors peut-être pour rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Yes. Alors quand on a préparé ce webinar avec Pierre Alain, on s'est demandé quel était notre public. Est-ce que c'était des personnes qui connaissaient très très bien Notion, ou c'était plutôt des débutants? Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi finalement à déterminer, on n'avait pas ces stats-là. L'idée, c'est qu'on va essayer de revenir un petit peu rapidement sur ce qu'est Notion, qu'on pourra rentrer dedans, yes. Et ensuite sur l'intérêt de l'API. Alors, si on présente Notion, puis du coup, tu m'arrêtes et tu me complètes si jamais il y a quelque chose en plus à mettre. Notion, à quoi on pourrait le comparer? Parce que finalement, c'est une sorte de mix d'outils. Probablement, si on devait le rapporter à quelque chose qui est un peu connu, mais qui commence peut-être un petit peu à dater, je pense qu'il serait pas content si jamais on en parlait comme ça, c'est Evernote. C'était une application de notes, de prise de notes, où vous pouviez mettre toutes vos notes dessus, et les présenter de différentes manières, les partager également de différentes manières. Notion est venu bousculer un petit peu ce paysage pour plusieurs choses. Alors d'abord, je trouve que c'est probablement en termes de design, ils ont fait un effort en fait assez particulier pour proposer en fait une sorte de page blanche sur laquelle en fait vous pouvez construire assez facilement différents blocs. Alors, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que Notion, ça fonctionne. Après, on va faire une petite démo, là. Pour le coup, l'idée, c'est d'être un petit peu théorique. Et après, vous allez faire le lien avec ce qu'on va proposer sur notre écran. Notion a donc adopté une approche qui était un petit peu particulière par rapport aux autres. C'est une approche par bloc. Donc, vous construisez des pages, vous construisez des tables, des bases de données, du texte. Chaque élément dans Notion est un bloc. Et ça, c'est assez intéressant. Vous allez voir pour la partie API. Après, sinon, on a les classiques finalement sur Notion. C'est partageable également en équipe. Je trouve que finalement, moi, la première fois où je suis rentré dans Notion, c'est vraiment l'approche en termes de design qui m'a séduit. Parce que en réalité, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, tout particulièrement, j'avais déjà des applications qui me permettaient de prendre des notes. Donc, finalement, qu'est-ce que m'a apporté? J'ai trouvé que Notion était hyper agréable à utiliser. Moi, quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est que pour construire les blocs plus rapidement, ils ont utilisé une méthode qu'on retrouve sur Slack, donc une méthode de raccourci. Vous tapez en fait / page et ça vous crée directement une page, / texte, ça vous crée directement du texte. Ils ont utilisé un système que les développeurs utilisent pas mal, qui s'appelle du markup également, pour pouvoir écrire. Et moi qui ai un background un peu plus technique, j'ai trouvé ça particulièrement agréable à utiliser. Et puis le partage se fait plutôt bien. Donc je sais pas si tu veux rajouter des points supplémentaires sur Notion. Pourquoi tu t'es mis à ça, alors que j'imagine avant tu avais aussi un système de prise de notes qui devait être probablement efficace au fil du temps. Grave, nous on est venu à Notion chez Conquistador finalement pour venir pallier au manque d'autres outils. Je me coupe une seconde parce qu'on a la livraison de petits verres de petite bière qui vient d'arriver. Et c'était vous savez que les webinars chez Conquistador, c'est Webibière. Et du coup, nous on est venu à Notion pour venir pallier à certains outils qu'on utilisait en interne pour s'organiser. Donc c'est pas vraiment dans la prise de notes pour notre part, parce que on est déjà plusieurs, et donc dans l'idée
ce dont on a envie, c'est de pouvoir partager et collaborer sur différents outils. On utilisait pas mal. On a commencé tout petit avec Trello. On est passé assez vite chez Asana en termes d'organisation et de workflow, puis sur ClickUp. Et au final, ceux qui nous donnaient le plus de satisfaction et le plus de liberté dans notre organisation était Notion, parce que ça nous permet de venir sur différentes vues, sur différents traitements de bases de données. Quand on commence à avoir beaucoup de données, il faut vite s'organiser, et ça permet de personnaliser suffisamment pour pouvoir travailler en équipe avec cet outil. On en parlera tout à l'heure. Camille qui vient de me souffler une petite info, on en parlera plus tard. Il viendra fêter ça à la fin avec nous. Et du coup, on a switché sur Notion. Et moi, je vous cache pas qu'au début, ça a été un vrai dilemme et un vrai questionnement. Je pense que Notion n'est pas au départ à la portée de tout le monde en termes d'organisation, parce que c'est tellement une feuille blanche que ça peut faire peur. Alors effectivement, il y a beaucoup de templates, mais quand on n'a pas déjà une petite expérience de gestion de projet, ça peut devenir vite farfelu et très complexe. Mais une fois qu'on est dedans, effectivement, ça devient vraiment incroyable. On peut y intégrer d'autres outils déjà depuis le début. Ça, pour le coup, depuis même avant l'API, on pouvait intégrer de certains outils comme Miro ou des images ou des YouTube, etc. Et maintenant qu'il y a l'API, on peut faire des choses encore plus incroyables. On va pouvoir commencer à vous parler maintenant. Carrément. N'hésitez pas, on va peut-être faire une toute petite première passe. Je ne sais pas si Daryl, tu es sur les questions, si tu peux nous venir en aide là-dessus. S'il y a des petites questions, n'hésitez pas. Et on commence par clarifier les choses là-dessus, et ensuite on enchaîne sur l'API s'il y a des questions. Super. Encore du mal on a Florian qui nous dit quand même encore du mal à lâcher Evernote pour la prise de notes, pour être honnête. Ouais, c'est sûr, mais essaye Notion et essaye Notion, essaye l'appli Notion sur le téléphone qui est super agréable aussi, et essaye l'extension Chrome Save to Notion qui te permet de sauvegarder n'importe quelle page dans n'importe quelle base de données. Et là, tu vas voir que ça peut vite devenir incroyable. Après, la réalité, c'est que moi, par exemple, j'ai pas complètement. J'utilise Notion en fait dans mon quotidien. C'est là-dessus que, avec toute ma boîte, en fait, je gère tout. Mais c'est vrai que typiquement, c'est un outil sur lequel j'ai pas complètement switché non plus, parce que moi, j'utilise par exemple Airtable pour gérer ma newsletter. J'ai une manière de gérer ma newsletter et de faire ma veille où je trouve Airtable beaucoup plus mieux construit en tout cas que Notion. La réalité, c'est qu'en fait aujourd'hui on pourrait tout switcher sur Notion, mais je trouve que Airtable sur certains points et en tout cas visuellement me permet moi de beaucoup mieux réussir à faire ce que je veux faire sur ma newsletter. Donc encore une fois, la question de savoir s'il faut lâcher Evernote ou autre, je pense que le meilleur outil de gestion de projet, vous maîtrisez le mieux. Donc là, voilà, on n'est pas payé par Notion aujourd'hui pour faire la pub de Notion. C'est juste que quelqu'un qui veut nous donner un billet là-dessus, on est preneur. Toujours. Mais l'idée, par contre, c'est vraiment d'essayer si jamais vous n'êtes pas assez content de votre outil de gestion de projet au quotidien, parce qu'il vous manque en fait certains points, Notion est vraiment un des outils que vous pouvez utiliser pour justement gérer vos projets, que ce soit vos projets professionnels ou même vos projets personnels. À titre personnel, je gère aussi mes projets perso en fait dessus. Est-ce que tu veux qu'on fasse qu'on montre rapidement en fait Je vais faire un tout petit partage de mon écran. Je vais rapidement vous présenter juste comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on a, les différentes choses qu'on a. Et vous voyez, ça commence. Donc nous, on a un tableau de bord chez Conquistador où on a une roadmap avec différents objectifs au mois, différents objectifs
pour la vie de l'entreprise. Et puis, on a tout un bloc à droite avec le manuel de toutes les choses que l'on utilise dans la boîte pour quand en début de semaine, on a accueilli une nouvelle personne en stage chez nous. Et ben, on lui a partagé ça très vite, qui fait quoi. On a une intégration ici de Miro, par exemple, pour venir voir qui s'occupe de quel secteur chez nous. Tout le monde sait ce que c'est que Miro, peut-être tu peux expliquer. Miro, rapidement, c'est un tableau blanc en ligne et collaboratif. On peut y faire strictement tout ce qu'on veut dessus sans avoir aucune compétence de design. De la même façon, on peut avoir énormément de choses. Il faut vraiment le voir comme un whiteboard. Vous êtes dans une classe, vous avez un tableau blanc avec des étiquettes, des feutres, des bases de dessin, des posters aimantés, etc. Et vous pouvez tout mettre sur ce tableau et dessiner et partager, être à 25 à dessiner en même temps et faire des choses assez cool. Donc on a ce dashboard là qui sert un peu à piloter toute la boîte. Et puis finalement après on a sur le côté, vous voyez, on a une sidebar qui nous permet d'organiser différentes pages sur le produit, sur le growth, sur notre newsletter. Par exemple, en termes de base de données, si on va sur notre newsletter et la com, on a différents types de contenus. On a une base de données de contenu avec ici toutes les idées qu'on peut avoir. Et surtout sur un format en fait qui ressemble fortement à Trello. Là, Exactement. tu peux bouger en fait les petites cartes en fait en fonction du moment où ils sont faits. Et ce qui est en fait hyper intéressant avec Notion, c'est qu'ils ont repris plein de contextes, plein de concepts existants chez d'autres applications qui avaient bien marché, et ils ont essayé justement de faire un petit peu un mix de ça. Maintenant, ces fameux cards à la Trello, on les retrouve aussi bien chez Notion que sur Airtable, par exemple. Bien sûr. Après, on va pouvoir aussi changer de vue et passer sur un agenda. Et pour les cartes qui ont une date, on va les voir sur un agenda et on va pouvoir créer des nouvelles vues. L'intérêt des bases de données de Notion également, c'est de pouvoir créer des nouvelles vues qui vont être utilisables par différentes personnes. Et notamment, et je pense que ça va être bon pour Notion, on a chez Conquistador créé un SaaS gratuit avec du e-learning où on a une base de données avec tout le contenu e-learning, et en fonction des vues et vous voyez, tout le contenu e-learning est dans cette base de données ici, donc qui est imbuvable si je vous la présente comme ça, hein, on est bien d'accord. Sauf que si vous venez sur le SaaS de Conquistador, par exemple, vous avez ici, info générale, c'est la même base de données, sauf qu'ici, il y a un filtre qui dit c'est une carte, on affiche les données de la partie montage vidéo et du chapitre 0. Ici, vous voyez les filtres, c'est j'affiche montage vidéo, chapitre 3, parce que c'est le bon, et à partir de la partie 0. Et la partie 0. Et donc, petit à petit, on va pouvoir organiser sur avoir toute l'information au même endroit dans la même base de données. Et puis, en fonction de ce qu'on veut, en fonction des usages, avoir la vue dont on a besoin en fonction de là où on en a besoin. Ouais. Et du coup, très bien. Et du coup, la transition va être toute faite parce que une des grosses actions qu'on va pouvoir faire avec l'API Notion, le sujet du jour, c'est de pouvoir connecter justement différents services entre eux. En fait, ce qui se passait, c'est que avant cette API, il y avait pas mal de services que vous ne pouviez pas connecter entre eux. Le maximum qu'on pouvait faire, c'était ce qu'on appelle embed, c'est-à-dire embarquer via ce qu'on appelle une iframe. Je peux vous le marquer en fait. Je sais pas si ça marche embed. Ça, c'est des choses que vous connaissez, et des iframes. Via des iframes, on pourrait embarquer en fait des parties de sites web ou des parties de pages web
à l'intérieur de Notion. Ça, c'était possible à faire. Par exemple, moi, j'avais déjà, vous pourriez faire, alors je sais pas si vous connaissez l'outil Bubble, mais vous pouvez faire, par exemple, un petit calculateur sur Bubble et l'intégrer directement dans une page Notion en utilisant l'iframe. Ce sera pas le cas, c'est pas ce qu'on verra aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes à faire et pour le coup, qui fonctionnent. Imaginons que vous ayez un site sur Bubble et que vous ayez besoin de gérer certains éléments sur Notion, c'est des choses que vous pourriez imaginer. Et c'est assez intéressant puisque ça, c'est vraiment très no-code. C'est-à-dire d'essayer d'imaginer que tous ces sites, tous ces services sont vraiment des briques que vous allez mettre entre eux, accolés, et qui vont permettre de créer un service complet et que vous n'avez pas besoin de développer en fait de A à Z. Il y a quelques années, c'est des choses qui n'auraient pas été possibles. Donc ça, c'était et c'est tout l'esprit du no-code, c'est de pouvoir toutes ces choses qui sont finalement en termes de technique sont finalement des choses assez simples, pouvoir toutes les connecter entre elles pour créer un produit tout en no-code. Et du coup, ce qui est intéressant, même pour les développeurs, c'est qu'ils ont du temps maintenant pour se concentrer. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, je prends un exemple très, très, très connu d'outils no-code, c'est Stripe. Stripe qui permet de faire du paiement en ligne. Aujourd'hui, coder un terminal de paiement, c'est horrible pour un développeur. Et en plus, techniquement, ça relève pas de challenge très, très incroyable et très stimulant. C'est vachement, je pense, vachement plus stimulant pour un dev d'aller faire de l'algorithmie, se lancer dans la blockchain ou aller sur des sujets beaucoup plus novateurs, innovants et beaucoup plus challengeants que de faire un des premiers outils no-code, notamment, c'est WordPress, qui au départ demandait un peu de dev et finalement par les besoins, etc., avec les plugins, on demandait de moins en moins de développement et parce que c'était des choses un petit peu rébarbatives à faire et qui apportent pas grand chose au milieu. Et donc l'idée de l'API de Notion, c'est de vous permettre de connecter différents services entre eux qui n'étaient pas auparavant connectables. Alors pour ça, justement, il faut peut-être revenir un peu sur la base. Qu'est-ce que c'est qu'une API, à quoi ça sert? Alors c'est vrai que quand on n'est pas développeur, c'est quelque chose qui est pas évident à décrire. Globalement, une API, ça se décrit comme un service auquel vous allez pouvoir accéder soit de manière interne au site internet, soit de manière externe. Globalement, dans un site internet, vous avez ce qu'on appelle deux choses, le front et le back. Le front, c'est ce que schématiquement on voit à l'écran, et le back, c'est tout ce qui va être géré et qu'on ne voit pas. À l'intérieur de ce back, il y a ce qu'on appelle la base de données. La base de données, c'est celle qui va qui va contenir en fait toutes les informations, ça va être tout le contenu de votre site. Donc c'est-à-dire que par exemple ce que vous voyez derrière, les images, les textes et les éléments sont tous contenus dans la base de données. Et au moment où on lui demande au site internet d'afficher cette page-là, il va interroger la base de données, qui est également finalement une API, qui est exposée en fait en interne, et ensuite qui récupère les différentes informations pour pouvoir afficher le front que vous voyez là. Ok, il y a deux manières de faire. Soit les développeurs développent des API, sauf que ces API sont pas forcément disponibles à l'utilisateur à terme. D'accord? Moi, si je développe un site et qu'il y a des fonctionnalités à l'intérieur, j'ai pas forcément envie de donner accès à d'autres personnes à ce service-là. Ok? L'intérêt de Notion et de son API, c'est que justement, elle donne accès à des personnes comme vous et moi à la possibilité d'utiliser leur service pour pouvoir jouer à l'intérieur, pour pouvoir jouer justement à l'intérieur de leur service. Pour les non-devs, pour être très très schématique, c'est la porte qui ouvre vers la terre des marcheurs blancs. Dans Game of Thrones, c'est la porte qui vous permet d'aller passer d'un côté à un autre. Une API, c'est vraiment ce qui va permettre d'ouvrir des flux ou non entre deux outils sur Internet. Je vais avoir deux sites Internet, A et B. Tant que je leur donne pas les accès API, ils ne communiquent pas entre eux.
les informations passent pas de l'une à l'autre, d'une base de données à une autre. Une fois que je vais pouvoir connecter les API parce que les API sont ouvertes, on va pouvoir aller envoyer de la donnée d'un côté à un autre. Si je veux prendre un exemple très concret d'API qu'on peut utiliser, sur un site, par exemple, d'un club de sport, il existe aujourd'hui des outils qui ont des API qui permettent d'afficher en direct les résultats de ses adversaires, le classement, etc., parce qu'ils sont sur le site de la fédération. C'est quelque chose qui interconnecte les deux sites et qui permet d'afficher de la donnée d'une autre source sur un autre support. Ouais, ce qui est le plus important finalement à comprendre dans l'API, c'est ce partage de données. Imaginons que vous ayez besoin d'utiliser dans votre quotidien deux types de services qui sont très différents parce que c'est deux boîtes différentes. Vous avez un Notion et vous avez par exemple Typeform ou un Google Form. Donc ça, c'est des formulaires en ligne que vous laissez, que vous faites remplir à vos clients, vos prospects, etc. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est deux sites et deux boîtes qui sont différentes. Mais le problème, c'est que vous utilisez les deux et vous aimeriez bien qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent interagir. Typiquement, si vous avez par exemple un Google Form, vous aimeriez que les informations qui sont à l'intérieur du Google Form n'arrivent pas nécessairement dans un Google Sheet, donc dans un tableau type Excel, mais par Google, mais vous aimeriez par exemple que toutes ces informations soient classées sur votre Notion parce que finalement, c'est votre outil de travail principal. Et pour ça, si vous voulez que par exemple Notion et Google Form puissent se parler, vous avez besoin, pour qu'ils puissent communiquer, d'une API. Voilà. Et c'est ce que Notion a ouvert en bêta, donc en test, depuis 15 jours. Et pourquoi ça a été une révolution? Parce que Notion a fait une entrée assez fracassante dans le milieu de l'entrepreneuriat, d'Internet, même de l'organisation de vie personnelle, et donc du no-code, parce qu'il permettait de faire énormément de choses avec des codes dans lesquels nous, utilisateurs de tous ces autres outils, on se retrouve. Et le fait de pouvoir y importer de la donnée est devenu une énorme frustration, et je pense même qu'ils l'ont plutôt bien joué parce que tout le monde l'a attendu et c'est devenu un événement que ça sorte dans cette communauté et qui aujourd'hui peut permettre justement, d'après ce que disait Milan, de venir faire entrer des données d'un formulaire en ligne dans une base de données sur Notion et qui peut du coup, à partir de jeudi il y a 15 jours, pardon, Notion peut devenir, par exemple, votre outil de gestion de vos clients, votre CRM, parce que finalement, vous pouvez importer vos clients, vous pouvez manager leur chaleur dans le pipe, vous pouvez les faire évoluer dans leur parcours client chez vous, à travers des automatisations. Ouais. Alors, pour éviter que ça soit, sauf si vous avez des questions en fait à partir de maintenant, mais je vous propose finalement d'arrêter un petit peu là la partie théorique et d'essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de vous montrer un peu comment ça fonctionne et surtout comment bien démarrer sur une API, parce qu'effectivement, quand on n'a jamais fait de code auparavant, je trouve que l'API, moi finalement au début, avant de commencer le dev, c'était quelque chose, j'avais du mal à comprendre ce que c'était qu'une API, je savais pas complètement où démarrer. Donc moi, je vais vous montrer comment je démarre, globalement, comment les développeurs démarrent avec une API et vous, en tant que no-codeur ou tout simplement passionné de Notion ou juste intéressé sur le sujet, vous pouvez démarrer et essayer de faire vos petites automatisations. Donc, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais sinon, on démarre. Donc, moi, je vais partager mon écran, partager la fenêtre. Je pense que là, ça devrait fonctionner. Ok. Donc là, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon. OK. Il y a le retour. Ok. Donc là, moi, c'est pareil. C'est mon Notion, à moi avec les projets privés et ensuite ici toute la partie avec d'autres espaces. Il faut comprendre que donc vous avez des espaces privés et des espaces qui sont public entre guillemets que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Ici, l'idée c'est que vous avez vos pages en fait qui sont là et vous pouvez ajouter des blocs à l'intérieur de cette page. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur le plus et par exemple, vu que je vais vous proposer, alors c'est vrai que j'ai pas posé le contexte, je vais vous proposer une automatisation qui va être
plutôt assez simple, mais qui va vous permettre juste de comprendre le concept. On va essayer d'aller sur Twitter, de mettre des likes à des tweets, et on va essayer de retrouver ces tweets dans notre notion. Encore une fois, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Une API, le principe, ça va être de faire parler deux outils qui n'ont rien à voir entre eux. Notion et Twitter, c'est deux boîtes différentes, ça ne fait pas du tout la même chose, c'est des services qui sont complètement différents. Donc là, on va essayer de les faire parler entre eux, et on va utiliser pour ça un outil qui s'appelle Zapier, qui va nous permettre de faire le lien, de faire la connexion entre les deux. Pendant que tu avances, pour être tout à fait pragmatique, cette automatisation peut nous permettre, dans le cadre d'un business par exemple comme Milan, qui a une newsletter et qui fait beaucoup de veille, qui doit faire beaucoup de veille, pendant qu'il fait sa veille et qu'il navigue sur Notion ou sur n'importe quel autre réseau, finalement, il peut librement, sans avoir à se soucier de tout le temps être en train justement de prendre des notes, etc., aller mettre des likes sur les choses qu'il aime bien et qu'il a envie d'avancer, sur lesquelles il a envie d'avancer. Du coup, cette automatisation va collecter tous les likes dans une base de données, et à la fin de la semaine, quand il va vouloir faire par exemple un top 3 dans sa newsletter des meilleurs tweets no code de la semaine, il n'y aura plus qu'à aller piocher finalement dans cette base de données. Exactement. Alors, ce que je vous propose avant, c'est de démarrer par l'endroit qui est le plus important pour n'importe quel développeur ou pour n'importe quelle personne qui utilise l'API et qui utilise un service, c'est de commencer par la documentation. Ça, tous les développeurs, en fait, vous le diront, c'est la clé pour rentrer sur une API ou n'importe quel élément technique. Ok, je vous ai mis la documentation, en fait, et suivre dans le lien là sur Google Meet. Donc voilà, si vous voulez suivre en même temps que moi, l'idée, je vais pas vous la lire, hein, donc tu veux pas faire la traduction? Ouais. je vous laisserai aller dessus, get started, et ensuite vous allez très bien vous y retrouver. L'élément important, ça va être l'élément en fait ici, sur lequel, si on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il va vous donner en fait quels sont les éléments à aller retrouver dans une page. Alors, que j'essaye de vous montrer le principe. Quand vous utilisez une API, vous allez utiliser ce qu'on appelle un endpoint. Alors, je vous les marque dessus, peut-être mon anglais n'est pas top. Un endpoint, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être une URL qui va contenir des informations sur une page et vous allez vouloir essayer de récupérer les informations de cette page. Donc là, par exemple, si là, je pense que vous voyez en fait ce qui est en surbrillance ici, c'est une URL, ok. Et donc cette URL contient des informations. Et justement, l'API va me permettre d'accéder à ces informations. Qu'est-ce qu'il y a comme information dessus? Il y a plusieurs éléments. Mes meilleurs tweets. Donc là, c'est le titre de la page. Et ensuite, j'ai du contenu où il y a marqué endpoint. Donc d'accord. Et donc ça, c'est vraiment le plus important puisque vous allez utiliser cette URL comme porte d'entrée. Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, Pierre-Alain, c'était qu'il faisait le parallèle avec la porte. Et ben, la porte dans une API, c'est son endpoint, c'est son URL. Ok, donc ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, il va y avoir deux types d'API. Il y a des API qui sont dites publiques et des API qui sont dites privées. Ok. Alors, si on fait dans le cas de Notion, c'est une API qui est dite privée. Si on va rapidement sur l'API dite publique, l'API publique, ça veut dire que globalement, si vous prenez le endpoint de n'importe quelle page, vous pouvez directement accéder à ces données. Finalement, la porte est toujours ouverte. Ok. Le problème des API privées, et la plupart des services que vous allez utiliser, notamment en no-code, sont des API privées. Ouais. À partir d'ici, il va falloir justement pouvoir avoir la clé pour ouvrir la porte. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clé privée. Donc, si vous avez bien retenu, il y a deux choses à avoir en fait, lorsque vous requêtez en fait une API. La première, c'est la porte d'entrée, le endpoint, d'accord, c'est comme le numéro de porte, ok. Et ensuite la clé. Donc ça va être un chiffre
un chiffre qui est très long, qu'on appelle un token, ok, qu'il va falloir récupérer, que Notion va vous donner, que n'importe quel type de service va vous donner. Donc ça, c'est les choses qu'il va falloir voir et qui vous sont données dans la documentation, ok. Donc ici, pareil, je reviens pas sur tous les éléments parce que la documentation est trop longue et l'idée c'est qu'on passe peut-être aux questions aussi à un moment donné et que je vous montre. Le point important, c'est toujours d'aller voir dans authentification, ok? Authentification, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir utiliser. Alors c'est bizarre, normalement, il affiche un truc en fait à côté. Ah oui, d'accord. C'est normalement à partir d'authentification qu'il va vous dire comment est-ce qu'on fait en sorte pour pouvoir se connecter à ce service-là. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est par exemple, imaginons que je veuille juste récupérer les informations de cette page-là. Pour récupérer les informations, il va falloir tester. Ça. Donc ici. Il va falloir que j'aille dans page, puisque vous êtes tous d'accord avec moi. Ici, c'est une page qui s'appelle mes meilleurs tweets. D'accord? Donc là, ici, où est-ce que je suis? Voilà. Alors, vous avez plusieurs manières d'utiliser l'API. Il faut savoir que normalement, une API a 4 manières d'utiliser, de l'utiliser, puisque ça fonctionne en fait comme une base de données. Vous pouvez soit créer un nouvel élément. Vous pouvez récupérer un élément, mettre à jour un élément, ou alors vous pouvez supprimer un élément. Ok, vous allez me dire bon bah c'est top. Ici normalement on devrait tout avoir. Ici, comme vous voyez, il y a marqué get. Get, ça veut dire obtenir en anglais. Donc c'est là vous allez vouloir obtenir des informations de la page, donc récupérer les informations de la page. Vous avez également un post qui vous permet de poster en fait sur de poster, donc de créer un nouvel élément. Vous avez également la partie patch qui permet de mettre à jour un élément existant. Mais le souci, et ça c'est le gros point qui va faire la différence avec pas mal d'autres API et que Notion n'a pas encore mis, c'est la partie delete. Vous ne pouvez pas pour l'instant via l'API supprimer un élément qui existe dans Notion. Donc ça, c'est important à voir. Étant donné que l'API Notion, elle est encore ce qu'on appelle en bêta public, donc ils sont encore en test parce qu'il y a des bugs, je pense qu'ils veulent éviter de mettre cette fonction delete pour que il y ait quelque chose qui se pète à un moment donné. Ça a été ma conclusion. Je pense que s'il y a des développeurs dans la salle ou d'autres qui ont plus d'idées sur ça, moi c'est ma théorie, c'est que au final ils ont pas mis delete parce que ça pouvait être un peu embêtant. Ok, donc là vous allez avoir en fait un élément qui va nous intéresser pas mal, qui est celui en fait que si je fais un get, je vais obtenir via ce lien là, alors je vais pouvoir obtenir les informations que je recherche. À droite, ça c'est quelque chose qui finalement va pas mal vous aider. Alors, je vais pas tout détailler en tant que développeur parce que ça pourrait être un peu long, mais globalement, et que l'intérêt de certains outils, c'est que finalement, de certains outils qu'on va pouvoir vous montrer, c'est que finalement, en tant que no-codeur, cette partie de droite, on n'en a pas vraiment, enfin, on en a oui et non besoin. On en a besoin pour comprendre, mais certains outils nous permettent d'outrepasser ces lignes de code. Exactement. Alors sur Zapier, ce qu'on va tester tout à l'heure, vous n'avez pas besoin effectivement d'utiliser ces informations-là, mais typiquement si on a le temps ou si ça vous intéresse, on pourra vous montrer avec Integromat comment est-ce qu'on fait et vous pourriez par exemple avec Integromat utiliser. Ils ont le module. Alors, ils ont sorti le module. Ils ont le module, mais moi, quand ils n'avaient pas le module, je l'ai fait en version HTTP à l'ancienne et ça marche bien. Et en fait, dans tous les cas, je pense que ce que je vous dis là, c'est pas forcément perdu pour d'autres si Zapier, Integromat ou N8N qui sont des outils d'automatisation où il n'y a pas de module qui est développé sur Notion sur un autre, mais qu'ils ont déjà une API. Vous pourriez passer en fait de la manière dont je vous explique. Et là, juste pour faire un tout petit point de sémantique, on n'est plus, on digresse un tout petit peu du no-code vers le low-code, qui est
on va dire que c'est une manière d'aller vers du code ou aller personnaliser un peu plus certaines choses avec un langage qui reste relativement très simpliste par rapport à des développeurs qui ont un langage beaucoup plus outrancier. Voilà, donc URL et là qui on va appeler ça un token. Donc maintenant je vais vous montrer en fait comment ça marche. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment est-ce que ça marche pour créer ce qu'on appelle un bot. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place l'automatisation. Donc là c'est parti. Vous allez dans Setting and Member. Ici, vous allez avoir dans intégration. Ok, bon bah moi j'en ai déjà fait puisque en plus de ça sur ma chaîne j'ai déjà posté en fait d'autres vidéos sur le sujet. Vous allez dans Develop Your Own Integrations. Et là, ça vous ouvre, c'est bon. Ok, donc là, ce que vous voyez, c'est que moi j'en ai déjà fait et je me suis déjà amusé à jouer avec N8N, Integromat et Zapier. Ok. Ce que vous allez faire, vous allez sur créer une nouvelle intégration, donc soit le bouton ici, soit le bouton ici. Ok. Et là, ils vont vous demander en fait des informations. Alors, vous n'êtes pas obligé. Au début, j'étais pas trop sûr quand j'ai démarré. Je pensais qu'on était obligé de faire un bot en fonction de telle ou telle intégration, mais finalement, tu peux faire un bot. En fait, tu fais un bot général et ensuite tu utilises les informations. Mais si que tu veux passer sur Integromat, N8N ou Zapier ou tout autre outil d'automatisation, vous pouvez juste créer un bot et connecter les pages. Et ça, ouais, ça suffit. Alors là, on va l'appeler, allez, Zapier Webinar. Ok, on peut lui mettre un petit logo, s'associe à mon workspace à moi. Donc encore une fois, le workspace, d'accord. Le workspace, c'est ce qui est ici, d'accord. Je retourne et je fais submit. Et là, je vais avoir plusieurs éléments qui vont s'afficher, notamment un qui est le plus important, qui s'appelle secret. Et ça, vous voyez, il y a le terme token. Token. Qu'est-ce que c'est qu'un token? Je vous le montre. Ici, c'est un chiffre qui est clairement illisible et qui correspond à ce que je vous montrais en fait dans l'API, à la clé pour pouvoir rentrer, pour pouvoir accéder au robot. Donc là, ensuite, qu'est-ce que vous choisissez? Vous pouvez changer les éléments, toujours une image. Soit vous faites une intégration qui est de type interne, soit une intégration qui est de type public. À titre personnel, j'ai fait que des intégrations de type interne dans un premier temps. Si vous voulez jouer avec l'API, globalement, moi, je vous conseille de faire ça. Et s'il y en a contesté les intégrations publiques, n'hésitez pas à nous dire et on échange après dessus avec plaisir. Carrément. Donc ça, vous allez en avoir besoin en fait à un moment donné. Je laisse ça ouvert. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est revenir sur mes meilleurs tweets. Et je vais commencer à créer finalement la base de données qui va contenir mes tweets. D'accord. Donc là, table. D'accord. Donc là, je peux créer en fait une première base de données que je vais appeler tweet de la semaine. Allez. Hop, tweet de la semaine. Et on va pas lui donner de nom. On va récupérer quoi? On va récupérer le username sur Twitter, d'accord. Ça c'est de type texte. Date et globalement la date. On va avoir un autre type de données. Et la date et ici je vais le mettre en date là. Ok. Ici ce qu'on va vouloir faire, c'est finalement remplir ce tableau-là. Alors je vais essayer de peut-être me mettre en plein écran. Je trouve qu'on voit mieux en plein écran. Yes. Ok. Donc ça, il faut voir que, comme je vous disais, sur Notion, c'est important de comprendre que ça fonctionne par bloc. Par bloc, pardon. Ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. Et ça, c'est un bloc. Ok. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir qu'on aille sur Twitter. On aille sur Twitter et on va aller également sur Zapier. Qu'est-ce que c'est que Zapier? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu veux, je fais l'intro. Ouais, vas-y. Zapier, ça va être un outil qui va interconnecter les API des différents outils que vous pouvez utiliser
sans avoir à passer forcément par le côté technique des lignes de code que vous a présenté Milan tout à l'heure. Typiquement, Zapier, si vous voulez aller chercher un élément, lui, il a déjà d'intégrer le get, il va aller chercher le bon élément et il va vous proposer tout ce que vous pouvez aller chercher sur l'outil où vous voulez aller chercher. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, non techniquement, mais comment ça fonctionne? Vous allez avoir un événement A qu'on appelle un trigger, donc c'est un nouvel événement qui va venir dire. Donc là, ça va être quoi le trigger dans le trigger finalement donne notre automatisation. Je like un post. Je like un post. Et le trigger ensuite donc va déclencher l'automatisation. On va récupérer les éléments qu'on a envie de récupérer dans ce trigger, donc le post, le username et la date, pour aller l'injecter dans un autre temps. Donc juste dans le temps, c'est de l'ordre de quelques millisecondes. Aller injecter dans la base de données sur Notion et dans les colonnes qu'on aura visées. Toc. Ouais, c'est bon. Contenu du tweet. OK. Et donc, à travers ça, on va pouvoir, de manière très, très simple, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, enfin, ce qu'on va faire avec Zapier, de manière très, très simple, avec des drop-downs, etc., sans avoir à aller chercher dans du code les informations, on va pouvoir aiguiller l'information et l'envoyer dans les bases de données où on veut l'envoyer. Exactement. Si on reprend en fait la page ici, si jamais vous voulez accéder et que vous êtes développeur et que vous voulez accéder à l'API, globalement, il faut passer en fait par tous ces petits éléments qui paraissent un petit peu quand on est profane, paraissent très compliqués à faire. Zapier va complètement vous simplifier la tâche pour pouvoir rentrer. OK? Donc là, comment est-ce qu'on fait? On va connecter une app. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer des tweets sur Twitter. OK? Donc là, on va connecter Twitter. Top. Il nous le proposait. Il le connaît. Il le connaît. Alors là, maintenant, effectivement, ça va être le live. Donc, on va voir si ça a fonctionné. Et là, il propose déjà, en fait, ce qu'il appelle des workflows. Donc, c'est des connexions avec d'autres services et d'autres applications qui sont connues. En fonction de ce que font les autres utilisateurs, finalement. Voilà. Exactement. Il va vous proposer des choses qui lui semblent pertinentes à faire. Voilà. Donc là, ce qu'il propose, c'est de partager. Vous pourriez partager des photos avec Instagram, partager directement des informations avec Slack, etc., etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est partager ça avec Notion. Parfait. OK. Ouais, il faut. Notion. OK. Donc là, ensuite, Pierre-Alain t'en a parlé. Il faut un trigger. D'accord? Donc là, il y a déjà des triggers. Des triggers, c'est des actions, c'est déjà des choses qui sont préconçues et paramétrées dans Zapier pour pouvoir interroger Twitter. Donc pour ça, vous voyez, vous en avez plusieurs. Tweet liké, mon tweet, dès que vous obtenez un nouveau follower, vous pouvez faire quelque chose, un tweet dans une liste, etc., etc. Il y en a pas mal. En fait, là, on va tout simplement pas s'embêter. On prend le premier. Juste pour donner un exemple, excuse-moi de te couper, juste pour donner un exemple, si par exemple, vous avez un nouveau follower, vous pourriez très bien imaginer que ce soit ça votre trigger, plutôt que celui qu'on va mettre en place pour dire je récupère ce follower, je récupère son information, son nom d'utilisateur, et puis je vais aller automatiquement le follow back. Et ou alors, je vais aller automatiquement l'inscrire dans une base de données pour le faire passer peut-être dans une autre moulinette et aller l'activer sur un autre canal. Newsletter ou newsletter, aller peut-être essayer de retrouver de la donnée et aller enrichir cette donnée pour aller lui envoyer un mail, lui dire merci d'avoir liké votre Twitter et peut-être lui proposer vos services ou vos produits. Voilà, dans une démarche qui peut être un peu plus commerciale aussi. OK. Donc là, on va sélectionner like tweet. Et qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse? On voudrait que ça… donc là, on veut une action ensuite dans Notion. Il y a trois éléments. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit on peut créer un nouvel élément dans la base de données. Soit on peut chercher un élément dans la base de données. Soit on peut mettre à jour un élément dans la base de données. D'accord? Encore une fois, je vous le rappelle, la base de données, c'est tweet de la semaine. OK. Donc là, si normalement tout le monde a suivi, c'est create database item. Et là, c'est parti. On fait try it. Pour information, pendant le chargement, pour faire cette automatisation, Zapier est 100% gratuit.
Zapier, ça peut être, c'est un outil freemium, mais pour faire cette automatisation-là, qui n'est une automatisation à une étape, c'est gratuit. Si vous voulez augmenter le nombre d'étapes dans vos apps, donc dans vos workflows, là, ça va devenir une solution payante et où il faudra mesurer si vous en avez besoin ou non. Mais pour des actions simples d'une application à une autre et dans un nombre raisonnable, vous n'avez pas besoin de payer ces outils-là. Yes. Alors, si on paramètre ça, ensuite, il va vous demander de choisir un compte. Alors, moi, il s'avère que je suis déjà connecté dessus. Si je vous montre pas comment ça fonctionne, c'est pas que c'est quelque chose que vous allez qui est très intuitif globalement. Vous allez rentrer vos codes et vous allez vous connecter. Donc ça devrait pouvoir être très simple. Donc on passe dessus. Je continue. Qu'est-ce qu'il me demande? Username. Donc je vais mettre mon username. Toujours rafraîchir les champs parce que ça lui permet en fait de mettre à jour ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Et là, il set up le trigger. Donc, il met en place l'action. Et là, on va tester, voir si il récupère bien les likes qu'on a fait. Donc, est-ce qu'il va bien? Alors, je sais pas, je prends n'importe quel type de like. On va prendre ça. Vu que je l'ai fait, on va prendre celui-là, donc de Sako. Ok, très bien. Est-ce que ça teste le trigger? Ok. Et donc là, il y a plusieurs. Ça va être les derniers tweets en fait que j'ai liké. Alors effectivement, il n'a pas récupéré le dernier que j'ai mis en place parce que tout simplement je l'ai fait en fait au dernier moment. Ça à la limite c'est pas grave. Ça c'est un des tweets que j'avais liké et il récupère bien en fait. C'est pas compromettant? Quoi? Non, ça va. C'est quelque chose sur Webflow. Hein, donc vous vous rendez compte, je suis quand même très no code. Et là vous avez plein d'informations qui vous sont affichées. Donc, quand est-ce que le tweet il a été fait, quel est son ID, surtout, ce qui est important, on veut récupérer. Donc, nous, on veut récupérer la date, on veut récupérer le contenu, d'accord, et je sais plus ce qu'on veut récupérer. Le username. Et le username, ça, du coup, on ira le chercher. Mais bon, comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations. J'irai vous le chercher. Bah voilà, il est là, le name, user name Sako. C'est exactement celui-là. Parfait. Donc là, vu qu'on est bon, tout simplement, on clique sur continuer. Et là, on est pas mal et on va commencer à passer sur le lien avec Notion. OK? Et donc là, il va nous demander en fait de vérifier en fait ce qu'on voulait faire, c'est utiliser Notion et créer un nouvel item. OK? Jusque là, tout va bien. Ouais. Volontairement, ce que je vais faire, ça va pas marcher. Je vais vous montrer pourquoi. Là, il va me demander de choisir le compte. Le compte, c'est pareil. Moi, c'est mon compte à moi. Là, c'est pareil, c'est toujours intuitif. Donc, vous allez pouvoir en fait le connecter tout seul. Ça va se faire facilement. Voilà, ça, je reviens pas dessus. Et il va nous demander de setup une action. Et là, il nous demande plusieurs éléments. Il nous dit d'abord de choisir une database. OK. Là, j'ai certes une database qui s'affiche, mais bizarrement, cette database tweet de la semaine ne s'affiche pas. Celle qui s'affiche, c'est une autre en fait que j'avais testée pour une de mes vidéos qui s'appelle Best Tweet en fait et qui était dessus. Donc il y a une problématique puisque là, il ne s'affiche pas. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer juste d'afficher la database en elle-même avec la bonne URL. Et il y a une toute petite manipulation à faire justement. Donc là, vous allez juste sur les petits points, vous faites copy link et là juste, il va nous afficher en fait la bonne base de données. OK, là on est ce qu'il faut. Vous avez vu l'URL. Alors je vais le mettre à côté. Pardon, désolé. Hop. Ici, on a l'URL de la page qui s'appelle Mes meilleurs tweets. Ici, on a une URL qui est différente et qui est l'URL de la database. D'accord? J'insiste vraiment dessus parce que c'est des choses qui sont différentes et vous pourriez ne pas récupérer les bonnes informations. Exactement. Si vous ne faites pas en fait cette manipulation. Il faut vraiment que votre base de données soit ouverte comme une page. Ce qui nous intéresse, ça va être le lien qui est créé avec cette base-là. Le lien qui est avec cette base-là parce qu'on va utiliser les informations qu'il y a dans ce qu'on appelle le endpoint, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Alors,
ici, il me demande d'afficher. Donc là, on l'a toujours pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas partagé avec le bot du début. Alors, hein, j'espère que vous en souvenez bien. Là, ici, on avait Zapier Webinar. Ça, je ne l'ai pas partagé finalement avec l'environnement qui est ici. Alors, soit je le partage en fait tout simplement avec la page, soit je le partage juste avec la base de données. Globalement, là, pour les besoins, on le partage avec la page, mais vous pourriez aller dans mes meilleurs tweets et le partager avec la base de données. Vous allez dans Share. Et là, ici, vous cliquez à l'intérieur et il va vous proposer en fait de choisir l'intégration, le bot que vous voulez mettre en place. Donc là, on a mis Zapier Webinar. Tout à fait. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et on va inviter le bot. Donc là, ici, bah, vous voyez que moi j'y ai accès et le bot y a également accès. Alors, effectivement, ce que je vous ai pas montré parce que c'était déjà connecté, mon Notion était déjà connecté avec Zapier, c'est qu'à un moment il va vous demander donc plus à partir de ce moment pour choisir un compte, il va vous demander d'avoir la clé API. Donc, la clé vraiment pour ouvrir la porte, il va vous demander cette clé. D'accord? Il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir. Il va vous demander cette clé. Et pour retrouver cette clé, je vous dis comment ça fonctionne. Vous allez toujours dans Setting and Member, toujours dans l'intégration. Et vous avez deux manières de faire. Soit vous faites un clic droit sur un clic sur les petits points. Vous faites Copy Internal Integration Token. Ou tout simplement, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez voir ce que ça donne. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans mes intégrations. Là, ici, il y avait intégration et vous vous souvenez, ici, c'était la clé, la secret, etc. avec les chiffres incompréhensibles. Vous cliquez sur copier et ça vous le copie directement dans la base. Donc là, ça veut dire que vous aurez la clé pour pouvoir y rentrer. OK? Ça fonctionne bien. Donc ça y est, là, notre base de données est connectée à notre robot. Ouais, exactement. Et donc, là, logiquement, dans Zapier, on va la retrouver. Alors, on devrait pouvoir la retrouver. Ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, moi, je vais rafraîchir en fait la page pour que ça se passe bien, et je vais surtout rafraîchir également la page de Zapier pour que ça puisse se mettre à jour. Et normalement, à moins qu'on ait souci de live, mais ça devrait pouvoir fonctionner. Toujours le moment, tu sais, où tu dis, on attend. Suspense. On n'est pas bien, pas bien. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que là, on le retrouve? Alors. Pas encore, mais peut-être si on clique sur Load More. Load More, effectivement. Donc ça, je l'ai pas partagé avec. Je l'ai pas partagé avec le bon bot. Alors. En fait, effectivement, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que je serai obligé de me connecter avec ton bot d'avant. Voilà. En fait, moi, vu que j'ai créé plein de bots, donc en fait, je vais faire remove et en fait, je vais mettre juste un ancien bot que j'avais fait avec lequel je m'étais. Le compte Zapier est déjà connecté avec un bot finalement. Ouais. Hop. Alors du coup, ouais, effectivement, c'est parce que je vous ai pas remis à jour les différents éléments. Et c'est pour ça, on en a parlé tout à l'heure rapidement. On n'a pas besoin de créer différents bots par outil, mais on peut créer un seul bot et connecter plusieurs bases de données. Exactement. En fait, du coup, je vous ai montré comment ça se passait pour vous puissiez créer votre propre bot, mais moi, je l'avais déjà fait. Donc, sinon, je serais obligé de me reconnecter effectivement avec la clé API et c'est pour ça qu'il n'y arrivait pas. OK, donc là, vu que moi, j'avais déjà créé un bot avant, là, tweet de la semaine, c'est exactement ce qu'on veut récupérer, c'est la base de données. Je clique dessus, OK, toujours, bon là, il rafraîchit les éléments, paf. Et c'est cool parce que justement, il me propose en fait différents types de champs qui, attention, ressemblent exactement à ce qu'on a ici. Name, contenu du tweet, username et date. Donc, name, contenu du tweet, username, date et contenu. Alors ouais, il met déjà un contenu en fait pour le tweet. Bref. Et là, c'est là-dessus qu'on va pouvoir récupérer les éléments dynamiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper, c'est-à-dire que l'on va dire à notre robot, notre automatisation, quelles informations on met dans quelle cellule de notre base de données. OK. Alors, dessus, vous pouvez mettre soit ce qu'on appelle des éléments qui sont statiques, soit des éléments qui sont dynamiques. Vous pouvez très bien taper quelque chose. Par exemple, genre nouveau tweet. Et vous pouvez même le cumuler. Mettre nouveau tweet
2, et par exemple, et le username. 2 et alors là username, par exemple, on va chercher username de Sako. D'accord. Contenu du tweet, bah là il est directement là, on va le mettre ici, c'est le texte. Alors le username, on l'avait déjà, ok, on le remet, hein, ce sera pas très beau, on pourra évidemment s'améliorer. Et la date, qu'est-ce qui nous met au niveau des dates? Ça j'avais pas testé. Create, voilà. User create, non. Et là c'est le tweet en question. Il est créé à partir de ce moment-là. Et le contenu, finalement, on l'a déjà mis dans le contenu du tweet. On rafraîchit les champs, toujours pour remettre à jour la base de données, lui montrer qu'il y a déjà des choses qui se sont faites. On clique sur continuer et on va voir ce qui nous donne. Visiblement, il arrive bien à récupérer les éléments donc sur la database, ça s'appelle tweet de la semaine, le nom, nouveau tweet de Sako, hein, on se souvient qu'on a mis du texte statique, donc il ne bouge pas, et un élément dynamique qui lui va bouger, d'accord, en fonction, les utilisateurs vont être différents en fait. Le contenu du tweet, le username et la date. Ok, et donc là on va faire test and review pour voir si ça fonctionne bien. Je clique dessus et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un élément qui va bouger en fait dessus? Et effectivement, on a le tweet qui fonctionne. Donc voilà, c'est réussi. Well done. Hop. Alors ce qui se passe, et ça j'ai remarqué que tout le monde là, je sais pas pourquoi, il saute toujours 2 ou 3 lignes pour arriver à ce moment-là. Il y a peut-être un paramétrage que j'ai loupé. En fait, il faut juste supprimer ces premières lignes qui sont vides dès le départ parce qu'il va juste créer une nouvelle ligne. Le robot va juste créer une nouvelle ligne. Donc, si vous avez déjà des lignes vides, il va pas les remplir. Il va juste venir écrire en dessous. Voilà. Et en fait, juste ce que vous avez à faire, quand vous avez terminé, si ça vous convient bien, vous cliquez sur Turn on Zap. Et là, ça vous met ce Zapier, en fait, ce Zap maintenant fonctionne. Et à partir du moment où vous allez cliquer ensuite sur les éléments, sur n'importe quel élément, et par la suite, vous serez capable de pouvoir récupérer ces éléments dans votre base de données. Alors attention, il s'avère que c'est pas instantané. Yes. Ok. Je crois que sur les comptes qui sont très très premium, c'est au bout d'une minute que vous allez voir que ça fonctionne. Mais si vous êtes en compte gratuit, il faut attendre 15 minutes. Donc c'est-à-dire que vous faites une action et vous ne verrez la réalisation de cette action que 15 minutes après. Ok. Et donc voilà, globalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est de mettre en place 2 services qui étaient totalement différents. Un service en fait qui s'appelait Twitter, un autre service qui s'appelle Notion, et on les a fait communiquer entre eux grâce à Zapier, qui nous a permis de faire le lien. Et ça, c'est des choses avant l'API qui n'étaient pas possibles. Si jamais c'était des éléments qui vous intéressaient, globalement, ou alors je me trompe, on le faisait à la mano et il fallait copier-coller tout ça. Exactement. Là, maintenant, vous pouvez vraiment automatiser. Donc, si jamais vous faites de la veille et pour vous, Twitter, c'est quelque chose d'important, vous pouvez le faire. Après, vous pourriez utiliser plein d'autres services. Si jamais on parlait tout à l'heure en fait d'un Google Form, donc il y a un formulaire, ou si vous utilisez Typeform, Tally ou autre, ou même alors Airtable, ça n'aurait pas vraiment de sens, mais on pourrait utiliser aussi Airtable. Quoique ça peut être un petit hack de nos codeurs, c'est-à-dire que parfois certaines API ne fonctionnent pas encore ensemble et vous voulez pas forcément passer par le code. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé, je donne juste le petit tips du no-code. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le no-codeur, c'est un mec qui va être un mec créatif, qui va être tout le temps en train d'essayer d'apprendre tout ce qu'il est possible de faire sans, excusez-moi du terme, s'emmerder à coder. Du coup, pour les besoins de notre site, on collectait de la donnée sur un formulaire pour s'inscrire à notre newsletter. Et il se trouve que le collecteur de données que j'avais à l'époque ne s'intégrait qu'avec Mailchimp. Or, nous, chez Conquistador, on n'utilise pas Mailchimp. On utilise pour envoyer les mails, on utilise HubSpot. Du coup, ce que j'ai pu faire grâce au no-code, et ça pourrait être le cas en liant des bases de données Notion et Airtable pour des besoins similaires, j'envoyais ma donnée sur Mailchimp. Avec un zap, je la récupérais pour l'envoyer sur HubSpot. Et avec le même zap,
j'allais quelques minutes après effacer la donnée dans MailChimp pour ne jamais avoir à passer sur un compte payant vu que c'est limité en termes de nombre de contacts. Exactement. Pour les besoins justement de ce qu'on peut de ce qu'on pourrait avoir entre plusieurs bases de données avec Notion, typiquement, peut-être on pourrait le lier avec un Airtable dans le cadre où on est déjà un Airtable connecté à un Bubble par exemple et qui nous permettrait justement d'entrer de la donnée dans Notion parce que on a envie que ce soit notre gestionnaire de données ou notre gestionnaire de tâches, etc. et qui soit diffusé sur Airtable puis sur Bubble parce qu'aujourd'hui Notion et Bubble ne sont pas forcément liés ensemble. Nickel, nickel. Alors là, on vous a montré un exemple qui est quand même plutôt simple. En fait, la réalité, c'est qu'après, ça va être à vous d'essayer d'imaginer ce qu'on appelle des workflows qui vont être plus complexes ou tout simplement d'utiliser d'autres outils que vous utilisez plus dans le quotidien. Tant que cet outil a une API et qu'il est connecté à Zapier, Integromat ou d'autres types de services, N8N, Pipedream ou autres, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir les connecter entre eux et utiliser les différentes informations. Finalement, je pense que j'espère que vous avez compris en fait comment ça fonctionne. Vous devez créer dans un premier temps une page. Ensuite, vous devez créer un bot, d'accord? Donc, vous allez dans Setting Member et vous allez dans vos intégrations. Quand vous êtes allé dans vos intégrations, ok, donc vous en avez créé une nouvelle. Ce qui se passe, c'est que non, c'était pas lui, c'était lui. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez votre clé API que vous allez pouvoir utiliser, qui va vous être demandé quand vous allez utiliser des services d'automatisation type Zapier ou Integromat. Ok. À partir de ce moment-là, vous remplissez tout simplement votre base de données en lui mettant les bons champs de ce que vous allez potentiellement vouloir récupérer ou automatiser. Et ensuite, vous allez également pouvoir tout simplement aller en fait dans Zapier ou Integromat pour pouvoir automatiser ça. Et là, on l'a fait. Ce qui est assez marrant, c'est que on l'a fait sur 2 services. Mais vous pourriez imaginer qu'on le fait avec plusieurs services. Par exemple, on pourrait liker un tweet sur Twitter, le mettre dans une base de données, l'envoyer ensuite sur Slack et potentiellement peut-être envoyer un autre tweet en disant « Ah, ça, c'est vraiment le meilleur tweet de la journée ». Et en fait, vous pouvez empiler toutes ces actions-là. Et vraiment, l'intérêt de ces automatisations, c'est que auparavant, il aurait fallu qu'une personne le fasse à la main, ça prend du temps. Et c'est quelque chose qui finalement apporte très peu de plus-value de faire ça dans la journée. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous aurez automatisé ces différentes briques, et à partir du moment où vous allez faire le premier trigger, la première action, qui est celle de liker un tweet, tout va se faire automatiquement et facilement, et vous n'aurez plus besoin d'y penser. Et ça c'est hyper fort. Et je voulais rajouter un autre élément. Et oui, alors donc vous pouvez le faire entre plusieurs services, mais vous pouvez même le faire à l'intérieur d'un même service. Tout à fait. C'est-à-dire que vous pourriez ça pourrait créer une base, un élément dans une base de données Notion. Et puis, imaginons que vous ayez une autre page où vous ayez besoin de récupérer juste une information, par exemple le username, vous pourriez également créer une nouvelle information dans une autre database Notion. Ok? Donc, vraiment, cette API permet à la fois d'utiliser ces éléments en interne et aussi vis-à-vis d'autres types de services. Carrément. Voilà, on aurait pu me montrer Integromat, mais s'il y a quelques questions, le mieux c'est de les prendre. Puis de toute façon, il est quand même 18h09. Donc, on a déjà un petit peu dépassé. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre. Effectivement, on aurait pu passer par d'autres services de connexion d'API entre elles. On aurait pu essayer de connecter d'autres outils. L'intérêt du webinaire, là, c'était pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne, pouvoir faire un petit retour sur pourquoi ça a changé. Très bonne question. On fait une bagarre. Je pense que en fait, pour le coup, non, parce qu'on est copains d'Integromat. C'est vrai. Donc on va pas se battre. Mais je pense que ça pourrait être un webinaire en fait presque à part entière, qui est la différence entre Zapier et Integromat. Je commence et puis tu complètes si. Et on fera le webinaire sur ta chaîne peut-être. Peut-être qu'on pourra faire le webinaire sur ma chaîne si ça vous va. Écoute Céline, la différence entre Zapier et Integromat, en fait à la base, Zapier et Integromat, c'est 2 services qui font globalement la même chose, c'est qu'ils permettent d'automatiser des différents types d'actions et de services entre eux. Ce qu'on a fait sur Twitter,
on aurait pu le faire également sur Integromat. Tout à fait. C'est deux concurrents. C'est clairement deux concurrents. Zapier, c'est vraiment le pionnier, c'est celui qu'on utilise en premier parce que ça fait déjà, si je me trompe pas, 6 ou 7 ans qu'ils sont sur le marché. Integromat est plus jeune. Il s'avère qu'il a un peu moins de modules qui sont présents. Moi, je vois trois choses très intéressantes qui me font pencher vers Integromat. Yes. La première, c'est la manière dont Integromat se présente et se propose. Elle se met sous forme de module. Franchement, 3 secondes, mais quand même, on montre. Ça serait dommage de pas montrer un Integromat. Attends, je t'en fais un là. Je vais faire des crises d'épilepsie, mais je peux t'en montrer un. Vas-y. Et alors, du coup, effectivement, c'est un design qui est un peu différent. Moi, qui m'a énormément plu et sur lequel j'accroche pas mal. Il y a aussi une vraie différence en termes de prix. Globalement, Integromat, ça va vous coûter beaucoup moins cher que Zapier. Et si vous êtes en train de démarrer votre boîte, vous n'avez pas trop forcément d'argent à mettre, j'imagine. Et donc, Integromat, c'est une bonne solution. Et je termine sur le dernier point. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus technique ou qui a envie de rentrer plus en profondeur sur l'API pour utiliser plus de choses, je trouve, à titre personnel, qu'Integromat est hyper bien fait parce qu'il vous permet vraiment de rentrer en profondeur sur l'API, ce que vous ne pouvez pas forcément toujours faire avec Zapier, ou alors que potentiellement vous pouvez faire avec Zapier, mais qui va vous coûter plus cher parce que dans leur business plan, c'est des actions que vous ne pouvez faire qu'à partir d'un certain montant. Et ça, je trouve que c'est vraiment ces 3 éléments-là qui font que ça change. Le design, la profondeur de la possibilité d'utiliser l'API et le pricing qui joue pas mal. Tout à fait. Pour compléter, en fait, si vous voulez, Zapier, là, ce qu'on vient de faire, c'est ça pourrait se résumer à la petite boule rouge ici et la petite boule bleue. Point. Si je veux en rajouter, je dois payer avec Zapier. Ici, ce workflow-là, je peux le faire totalement gratuitement avec Integromat. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire des workflows beaucoup plus longs. Et en plus de ça, il y a moi, s'il y a un module qui me change la vie sur Integromat, c'est le module ici qui est le module routeur. Pourquoi? Parce que explique peut-être ce que fait au moins ça, parce que si j'y viens. Ici, si vous voulez, donc le module routeur qui permet de router l'information sur différentes bases de données et à différents endroits et pour générer différentes actions. Que fait par exemple ce module-là? Si vous venez sur le site de Conquistador, que vous souhaitez télécharger un programme d'un bootcamp, vous allez devoir nous donner votre adresse mail. Ce qui va automatiquement générer un hook, c'est-à-dire que ici, je vais avoir un crochet qui attrape la donnée. D'accord? On va collecter ce mail, envoyer une notification sur notre serveur, sur notre Discord, puis créer un contact sur HubSpot, qui est notre logiciel de gestion de nos clients et de nos prospects. Là, on va avoir déjà une première route différente. C'est si jamais le mail est erroné, on va dire à ce workflow, mais c'est pas grave, tu continues quand même le workflow. Tu mets le web erroné ici, mais tu te mets pas en erreur parce que sinon il se mettrait en erreur en disant que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, en fonction du programme que vous avez téléchargé, vous allez aller dans une liste différente pour qu'on puisse nous segmenter notre base de données et voir pourquoi vous avez de l'intérêt et ne pas vous polluer avec des choses dont vous n'avez pas besoin, que vous n'avez pas besoin d'avoir. Et le dernier élément, l'élément bleu, c'est que je vais aller stocker, et ça c'est quelque chose, je ne pense pas dire de bêtises, qu'il n'y a pas dans Zapier, dans une base de données directement sur Integromat, que je vais pouvoir alimenter avec différents éléments. Moi, j'y mets par exemple des dates, et avec ces dates-là, je vais automatiquement relancer les formateurs des différents bootcamps que l'on a pour aller envoyer un mail de bienvenue, de merci d'avoir téléchargé le programme, est-ce que je peux vous aider? Et ça, je vais le faire 2 jours après que vous ayez téléchargé le programme. Parce que j'ai à voir juste ici, je montre juste la suite pour que tout le monde comprenne le flow. Une autre collecte qui va taper dans la base de données et qui route au bon formateur un mail pour lui faire une notification.
Ok. Donc voilà la différence qu'on peut avoir, c'est qu'on va pouvoir faire de manière plus complexe peut-être, mais plus visuelle, des choses beaucoup plus élaborées avec Integromat qu'avec Zapier, qui va vite être, je pense, pour quelqu'un qui va rentrer dedans, vite être limité dans son nombre d'intégration et qui va devenir vraiment d'automatisation, pardon, qui va devenir vraiment très cher. Voilà, carrément. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Je sais pas, Daryl, s'il y a d'autres questions. Daryl, t'as vu passer d'autres choses? Voilà, c'est la. Merci. Alors, ça, je pense que ça va être de l'avis de chacun. Tout dépend de ta stack de départ. Ouais, en fait, je trouve que vraiment Integromat est beaucoup plus puissant. Je le trouve visuellement plus intéressant. Encore une fois, je pense qu'après il va y avoir un peu des querelles de chapelle sur je préfère Zapier, Integromat, etc. Globalement, je trouve qu'Integromat est plus puissant, ça coûte moins cher et tu peux aller plus loin sur l'API, donc potentiellement faire plus de choses. Donc c'est vrai que moi sur les automatisations que je fais, je les montre avec Zapier parce que au final, je trouve que c'est peut-être le plus facile d'accès. Mais par contre, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser pour ma part Integromat et je le ferai comme ça. En fait, moi, je suis assez d'accord. Hein, enfin, je suis même complètement d'accord avec Milan. Et j'ajouterais juste qu'en fait, tout dépend de ta stack de départ et de ce que tu utilises. Ce que tu utilises. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvais outils d'automatisation. Ça commence d'abord par des API qui te permettent de connecter les éléments entre eux. Et du coup, tu fais en fonction de ce que tu connais, de ce que tu maîtrises. Zapier, c'est très vite placé sur le créneau de Notion et a très vite communiqué dessus. Integromat a mis peut-être une semaine de plus à se connecter à l'API, à développer le module pour le faire. Mais maintenant, c'est équivalent et j'avoue que à fonctionnalité équivalente, Integromat va te permettre de faire beaucoup plus de choses. Pour ma part, j'ai pas de base de données qui est éclatée un peu partout parce que je trouve que c'est un peu une mauvaise pratique d'éclater sa base de données. Globalement, quand tu as ta boîte, le mieux c'est de centraliser ta grosse base de données dans lequel tu vas aller taper en fait sur d'autres services à l'extérieur. Moi, par exemple, dans mon cas avec NoCodeStation, mon gros point c'est la newsletter. Chaque semaine, je dois apporter des news et de la veille, de l'actu et de l'analyse sur des outils no-code. Donc, par conséquent, c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'ai eu tendance à utiliser Airtable parce que en plus de ça, j'aimais bien en fait ce côté un peu typé Excel et ça me permettait d'avoir une meilleure vision. Après, sur la fonctionnalité de comment je gère ma boîte au quotidien, c'est vrai que pour des choses type de la facturation, le travail qu'on fait avec Pierre-Alain sur un sujet dont on va peut-être pouvoir parler ou autre, et ben ça, par contre, effectivement, c'est plus intéressant de travailler sur Notion parce que tu as la capacité à la fois d'avoir une présentation, un design qui est plus facile et qui est plus lisible et plus partageable. Tu peux mettre différents éléments que ça soit intégrer de la base de données sur une page, intégrer du texte ou autre. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est comme ça que je le verrais. Je suis assez d'accord. Bah, tu vois, Daryl, on a
commencer à stocker. Nous, on va stocker sur différents outils, mais en fonction de la puissance de différents outils. Aujourd'hui, on utilisait beaucoup HubSpot pour gérer notre CRM et notre pipe parce que finalement, c'était quelque chose de facile pour y faire entrer simplement nos clients avec leurs coordonnées et gérer des cartes. Demain, c'est pas exclu que on puisse passer cette donnée-là sur un Notion parce que maintenant qu'il y a l'API ouverte et que on peut collecter la donnée dessus, et on va pouvoir se brancher facilement et pouvoir y aller quoi. Donc éclater sa base de données, c'est pas nécessairement la meilleure des pratiques, effectivement, parce que si tu centralises et que tu as ton outil à un endroit, c'est peut-être le plus simple. Par contre, avoir un backup quelque part, ça peut aussi se faire et c'est pas exclu. Alors moi il y a juste un dernier point, après on pourra limite leur présenter sur ce quoi on travaille. Ouais. Un dernier point, on parle beaucoup de notions en fait à l'heure actuelle et de l'API Notion. Et comme vous disiez en fait au départ, on n'est pas payé par eux ni rien, c'est juste un outil qui nous plaît beaucoup. Sachez qu'il y a un concurrent qui est très très bon aussi, qui s'appelle Coda. Yes. Donc je vous le mets dans le chat là. Coda.io et qui ont un outil qui ressemble très fortement à Notion, qui est un peu un mix aussi entre finalement la suite Office et donc ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire des choses qui sont assez équivalentes. À titre personnel, c'est quelque chose que j'ai regardé des choses dessus, mais j'ai pas de compte sur Coda, je l'utilise pas. Encore une fois, c'est vrai que c'est difficile de passer d'un outil à un autre, mais sachez que si vous n'êtes pas encore forcément décidé à passer sur Notion, vous avez Coda en fait qui est assez intéressant. J'ai pas regardé les pricing pour savoir si c'est cher ou non. Et petite dernière news quand même qui est arrivée dans le no-code et notamment à la Google I.O., qui est la conférence de Google qui font auprès des développeurs chaque année. Yes. Il s'avère que Google oriente son drive et notamment toute la partie Google Doc vers quelque chose qui s'approche pas mal de Notion. Et c'est pas exclu qu'à un moment donné, leur suite Google puisse évoluer sur des outils de ce type-là. Et ce qui est Google assez fort, s'inspire énormément de Notion en ce moment. Exactement. Et surtout, ce qui est assez fort, c'est que par contre, Google, ils ont aussi des API qui sont déjà présentes et que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je pense que la bataille n'est pas complètement terminée. C'est pas pour autant qu'il faut abandonner la suite Google et partir direct sur Notion. Moi, je suis assez fan. Je sais pas si je retournerai forcément sur la suite Google, mais globalement, il y a sûrement quelque chose à faire. Et Céline disait, est-ce qu'il y a des Frenchies dans ce monde-là? J'imagine que tu parles en fait de Coda. De boîtes françaises, ouais. Ah, pardon. Qui viennent concurrencer. Notion. Là, tout de suite. Pas pour le moment. En tout cas, rien qu'à le niveau de niveau de Notion. Non. Céline, si tu veux te lancer, n'hésite pas, on t'accompagne, nous. Hein. Il y a encore des trucs à faire. Faut bosser. Faut lever à peu près 150 millions aussi. Non, et puis, on peut commencer autrement. Venez nous voir et on va vous montrer comment. Si on parle juste business à un moment donné, Notion, pour vous dire à quel point c'est extrêmement puissant. De ce que j'ai entendu, c'est une boîte qui a levé, je crois, plus d'une centaine de millions. Ils sont 30, 40, sont pas plus de 50 en tout cas. C'est énorme. Hein. C'est une boîte qui fait des centaines de milliers de clients. Et qui est intégré dans énormément de boîtes. Ils sont moins de 50 et je crois qu'ils ont lâché, pour plus de 100 millions, ils ont lâché moins de 20% de leur boîte. Pour vous dire à quel point ça va être quelque chose qui va vraiment être énorme. Donc, je pense que miser sur ce genre de boîte pour créer sa société, pour créer sa base de connaissances, pour partager sa base de connaissances et pour commencer à apprendre l'API, globalement, moi, c'est quelque chose qui me donne un bon indicateur de ce que va pouvoir être la société par la suite et sur le fait qu'elle ait les reins solides pour avancer. Voilà. Allez, mais du coup, juste avant de clôturer, petite chose aussi, il me semble que Benjamin en a parlé un petit peu, c'est que 250. C'est aussi l'anniversaire de Conquistador cette semaine. Sorry.
Aujourd'hui même, Camille? Oui. Du coup, depuis, ça fait 1 an que Conquistador existe. Et du coup, Camille a rincé. Donc du coup, comme on dit ici, Camille, tu veux nous le dire? Comme on dit au Pays Basque, bon anniversaire, Zorionak Conquistador, c'est super cool. On est super content d'avancer avec vous. Voilà, Camille qui vient nous rejoindre pour dire Zorionak et pour nous accompagner, pour vous annoncer que on sort différentes schools avec Conquistador ces derniers temps. Camille vient de nous pondre la Growth School. Si vous voulez tout savoir sur le growth, on a un super programme avec un bootcamp de 5 jours, suivi d'un suivi de 3 mois. 6 mois, pardon, pas pour moi. Pour avoir toutes les ficelles du growth. Et dans la même lignée, d'ici quelques semaines avec Milan, on est en train de vous préparer une no-code school. Du coup, en collaboration entre la Société de Milan Uncode et nous, sur le même format, grosso modo, avec un bootcamp au départ. On est en train d'affiner les durées exactement. Et suivi également d'une période de suivi avec l'accès à la plateforme, à la plateforme de connaissances, avec du suivi téléphonique pour vous débugger, etc. et pour vous permettre d'avoir toute cette créativité et ce mindset d'aller chercher aussi les choses un peu plus par vous-même. Ouais. Et enfin, dernière school de chez. Je peux revenir juste sur la partie no code et le bootcamp qu'on a envie de mettre en place en fait entre Uncode, ma société, et Conquistador. Le principe en fait de ce bootcamp, c'est de vous donner entre 5 et 7 jours, on est en train de déterminer à peu près le temps qu'il va nous falloir dans un environnement assez sympathique, puisque possiblement ça pourrait se dérouler dans un environnement aussi beau que le Pays Basque, mais on y reviendra. L'idée, c'est de vous donner en fait les clés pour pouvoir démarrer votre société, et on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est d'être capable d'essayer d'utiliser différents types d'outils no-code. Alors, bien évidemment, vous serez pas des experts et des stars au bout de 5 à 7 jours. Mais bon, il y a tout l'accompagnement. Par contre, vous serez à l'aise. Voilà, vous aurez tout pour effectivement être au taquet sur le sujet. On va prendre vraiment thématique par thématique. Si vous voulez automatiser sur de la compta, voici comment ça se passe. Si vous voulez automatiser sur un site internet, voici comment ça se passe, etc., etc. Et l'idée, c'est que vous ayez toutes les clés pour pouvoir rentrer dans ce monde du no-code et que vous soyez justement bon pour pouvoir ensuite monter efficacement votre boîte. Et ensuite, il y a un accompagnement qui est bien évidemment prévu derrière. On va 2-3 mois du coup. Ouais, 3 ou 6 mois, on va voir. Il y a encore des éléments à déterminer, mais voilà, si ce sujet du bootcamp vous intéresse, c'est quelque chose sur lesquels faut pas hésiter à nous pinguer sur LinkedIn, Twitter ou autre. On va y revenir très prochainement avec un programme un peu plus précis qu'on est en train d'affiner avec Pierre-Alain, et on va pas vous le cacher, je pense que ça va être le feu. Ouais, ça va être cool, ça va être très cool. Et puis dernière school qu'on veut vous partager, qui est aussi en construction. Et ça, c'est Franck qui nous prévoit sa petite crypto school. Il a dû rentrer chez lui, Il a dû rentrer chez lui, mais pour si vous avez envie d'aller vers des projets autour de la blockchain, construire des boîtes là-dedans et dans ce nouveau monde, et pourquoi pas réfléchir aussi avec Franck à ce que le no-code pourrait apporter dans ce nouveau monde aussi, et vice versa. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre. Merci, c'était super cool. On a fait un petit peu plus longtemps que prévu. T'as oublié des trucs en plus, c'est marrant. Mais... De quoi? C'est pas grave. Il a eu un deuxième gosse, on peut ça. Ouais, ça c'est. C'est pas à moi de le dire. Moi, genre, j'ai les encore. Va falloir faire la fête. Il est chaud, Daryl, il est chaud. Reviens-nous de la Guadeloupe, toi, tu vas voir. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, à venir discuter avec nous. On est là.
sur les réseaux, un peu partout. Et puis, on se dit à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et ouais, et on va, enfin, vous allez entendre parler de nous dans les prochains mois. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué aussi. D'autres news, mais ça, ce sera l'objet d'autres webinaires. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et on vous dit tout simplement une très belle soirée. 18h31, l'heure de rentrer chez soi ou surtout de boire des bières. De se mettre en terrasse puisque maintenant on a le droit. Jusqu'à 21h. Voilà. À très bientôt et encore merci pour